Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux pour cette rencontre autour des nouvelles de Françoise Lemaître, auteure de talent avec qui nous avons préparé ce moment et qui nous fait le grand plaisir d'être là ce soir à l'auditorium de la Grande Maison, mise généreusement à notre disposition par la municipalité. Je salue au passage la présence de Madame Bezombe qui s'occupe des affaires culturelles à Bure. Ces nouvelles, que nous avons choisies parmi beaucoup d'autres, vous révéleront la qualité d'écriture de cet auteur et l'humanité qui habite ses textes. L'humanité avec ses grandeurs et ses ignominies. Gilbert Boisdet, buressois lui aussi, apportera quelques pauses musicales entre ces lectures que Bruno de Monès et moi-même vous livrerons avec respect et humilité. Merci de ne pas applaudir entre les textes et surtout de bien vouloir éteindre vos portables. Merci beaucoup. Une femme bien élevée, répétait tante Augusta, ne parle jamais d'elle. Elle ne dit rien de sa santé, de ses finances. Elle n'évoque pour rien au monde sa vie amoureuse. Elle n'exprime aucune opinion, ni religieuse ni politique. Une femme bien élevée n'a pas d'état d'âme et n'étale pas de sentiments devant les gens. Lorsqu'elle reçoit, elle est une hôtesse affable qui écoute ses invités avec une attention bienveillante. Tu vois, Jeanne, lorsque ta fille saura tout cela, elle sera une personne bien élevée. Elle deviendra une dame, tout simplement. Et tu me remercieras. Je n'ai pas connu ma tante, ma grand-mère Jeanne, ni sa sœur Augusta. Je ne savais presque rien de ma mère jusqu'à présent. S'il n'y avait pas eu ce concours de circonstances, cette obligation qu'on m'a faite, je ne saurais rien des préceptes d'Augusta. Je ne saurais pas quelles traces indélébiles ils ont laissées sur ma mère. Depuis qu'on m'a obligée à trier les archives de la famille et que j'en ai lu la plupart, je crois comprendre maintenant ce que tante Augusta voulait pour ma mère, pour ce qu'elle croyait être son bien, pour un bel avenir. Lorsqu'il fallait se rendre chez tante Augusta, ma mère était inspectée des pieds à la tête. Petites chaussures vernis noires à barrettes et soquettes blanches, robe à plis bien repassée et dentelle au col, nattes serrées en macarons ridicules avec un nœud de ruban sur chaque oreille. J'ai retrouvé des photos d'enfance de ma mère où elle posait, sans sourire, dans sa tenue de petite fille sage. Quand on prenait le thé, tante Augusta le faisait servir dans des tasses si fines qu'on avait peur de les briser rien qu'en les tenant entre deux doigts. Il fallait s'asseoir au bord du canapé, garder les genoux serrés, ne pas parler si on ne s'adressait pas à vous, et attendre que les interminables litanies et conseils de bienséance soient prodigués à ma grand-mère pour son édification et celle de sa fille, pour l'exhorter à donner à cette petite une éducation convenable. Car, ma pauvre Jeanne, tu n'as rien à espérer de ta belle famille, et encore moins de ton mari. Augusta estimait que sa sœur avait fait par amour une mésalliance, et a ainsi compromis ses chances d'ascension sociale et celle de sa fille. Alors, Augusta, qui n'avait pas d'enfant, s'était arrogé le droit, ou plutôt le devoir, d'éduquer sa nièce. Elle espérait lui forger une armure de bons principes et de rigueur morale, et ainsi lui donner une place enviable dans la haute société, une stabilité familiale et des gages pour l'avenir. Tu vois, Jeanne, les perspectives que je lui offre, tu ne peux pas lui refuser cette chance. Personne n'a jamais pu tenir tête à tante Augusta. Sur de petits carnets reliés, ma mère avait transcrit à l'encre violette les 1001 règles de savoir-vivre et de bonne conduite de tante Augusta, comme un viatique à conserver durant toute une vie de femme bien élevée. Elle les a laissés derrière elle, comme bien d'autres petits cailloux que je découvre peu à peu sur la route qui me mène à elle. J'ai trouvé les lettres et cartes de vacances qu'elle envoyait à sa famille depuis les prisons dorées de Gand de tante Augusta, la villa sur la côte, les grands hôtels de Megève, de Venise, de Londres. Des phrases conventionnelles, des expressions plates, une prose impersonnelle, d'une tristesse infinie. Il va de soi que ma mère a fait un grand et beau mariage. Un mariage arrangé, bien sûr.
Le prétendant, Charles, était un jeune magistrat, issu de familles à particules et revenus confortables. Il a des espérances, a confié Augusta à sa sœur Jeanne, et il adore ta fille. Tu es bien placée pour savoir qu'il vaut mieux épouser un homme qui vous aime plutôt que de s'enticher du premier venu et qui vous laisse avec un enfant, ajouta-t-elle lourdement, sans oublier que ma nièce est ma seule héritière. Ma mère a donc été une fille obéissante, puis une parfaite épouse, un modèle du genre. Il y eut 3 garçons, et puis moi, la petite dernière, arrivée par hasard. Les garçons étaient d'emblée promis à de belles carrières et à une émancipation dont je ne pouvais même pas rêver. Au mieux, j'aurais dû marcher dans les traces de ma mère, une femme si bien élevée. J'étais obligée de prendre des leçons de piano. Mes frères avaient vite renoncé et on ne les avait pas contraints. Je détestais le solfège, les exercices à n'en plus finir. Le jeune professeur venait à domicile et s'entretenait avec ma mère de mes minces progrès. Souvent, il restait plus longtemps que l'heure convenue et prenait plaisir à écouter jouer ma mère qui, s'enflammait-il, avait de magnifiques dispositions et une sensibilité rare. La fréquence de ses visites s'accrut. On oubliait parfois ma présence et j'arrivais à m'éclipser sans qu'on s'en aperçoive. J'entendais ma mère rire aux éclats, ce qu'elle ne faisait pas d'habitude. Une femme bien élevée se contente de sourire. Mon père n'a jamais fait allusion devant moi au départ de ma mère. Je sais maintenant qu'il en a eu le cœur brisé, mais qu'il a fait aussi bonne figure que possible. Lui aussi était très bien élevé. On a évoqué une neurasthénie, un mot extraordinaire pour l'enfant que j'étais et qu'on a tenté de m'expliquer, une maladie de langueur qu'il fallait soigner loin de la maison, en Suisse. On nous donnerait des nouvelles de maman, lesquelles iraient mieux. Je n'y ai pas vraiment cru. Je sentais confusément qu'elle était partie pour toujours et nous avait laissés. Belle-maman, ma grand-mère paternelle, est venue s'installer chez nous. Elle s'occupait de son fils. Mon pauvre Charles, je t'avais prévenu, une tête de linotte, une enfant gâtée qui t'a bien abusé. Un homme dans ta position aurait dû se méfier. Elle régentait la maisonnée et portait mes frères au nu. Elle avait pour moi la plus profonde indifférence. Au moins, je n'ai plus fait de piano. L'instrument a été remisé dans un débarras. Au début, j'attendais des nouvelles de ma mère. On nous disait le temps passant qu'elle guérissait, mais très lentement. Le jour où on m'a dit « ta maman est morte », j'avais 6 ans. Je l'avais presque oubliée. Je ne crois pas avoir pleuré. Le désintérêt de ma grand-mère à mon égard m'a été bénéfique. J'ai fait les études que je voulais, sans que personne n'attache la moindre importance à mes succès. Puis j'ai quitté définitivement la maison le jour de mes 18 ans. Les chats ne font pas des chiens, mon pauvre Charles, tu n'auras eu que des désillusions avec les femmes, a épilogué belle-maman. Mes frères m'ont retrouvée et demandé de venir par notaire interposé lorsque mon père est mort. Il fallait vider la maison pour pouvoir la mettre en vente. On me confiait les lettres, photos et autres paperasses, des cartons entiers à trier. Les garçons, eux, s'occuperaient des meubles et des tableaux. Je n'avais aucune envie de faire cela, fouiller dans le passé, dans des vies que j'avais exclues de la mienne, autant que j'avais été exclue de la leur. Mais j'ai oublié mon ressentiment et ma détestation de cette famille lorsque j'ai trouvé les lettres d'amour de mon père, les vestiges de l'enfance de ma mère. Et surtout, le journal qu'elle a tenu et laissé derrière elle comme une mue lorsqu'elle s'est échappée du jour au lendemain pour prendre son envol. Elle s'est extirpée de son ancienne existence comme un papillon qui oublie la chrysalide, la larve dont il a été, ce qu'il a construit et dont il s'est affranchi. Pas de souvenirs, pas de mémoire, pas de regrets. Elle avait rédigé des brouillons du mot d'adieu laissé à mon père et elle en avait consigné la version définitive à la dernière page de son journal.
Je n'ai aucune idée de qui je suis. Je n'ai aucune idée du bonheur. Ne m'en veuillez pas, Charles, si je m'en vais. Je ne vous quitte pas, je pars me chercher. Il est clair qu'on l'avait cru parti avec un homme, le professeur de piano qu'il admirait tant. Mais non, la vérité est qu'elle est partie seule, sans se retourner sur son ancienne vie, sans un regard en arrière. Elle ne s'est encombrée de rien, ni de personne. Elle a pensé que sa sauvegarde tenait à une liberté totale, extrême, impitoyable, à un égoïsme féroce. Elle n'avait pas eu le sentiment d'exister jusqu'à ce que le professeur de piano la considère comme une personne à part entière, avec des dons, des désirs, des aspirations. Il avait servi de révélateur. Elle ne s'était pas plus embarrassée de lui que de nous. Elle était partie comme on se sauve, dans l'urgence, la fébrilité de la quête, de la découverte de soi. Plus rien ne comptait de la recherche de sa propre vérité. Du moins, le croyait-elle. Lorsque tu es parti, tu m'as laissé en graine, et j'ai poussé comme une mauvaise herbe, tenace et têtue, qui vit de l'air du temps et de pluies opportunes. Alors, maman, maintenant qu'on se connaît un peu, je serai ta revanche. Je vivrai ton temps perdu. Pour toi, je ne serai jamais esclave de rien, ni de personne. Je vivrai ma vie comme tu aurais aimé vivre la tienne. Tu me tiendras la main sur les chemins de liberté. Tu n'auras peur de rien. On ira en riant sur les routes ouvertes. Je ne te perdrai pas dans le fracas du monde. C'est curieux, cette manie qu'ont les gens de vouloir vous aider.
Cette obsession de la main tendue, ce désir forcené de vouloir votre bien. C'est redoutable de quelqu'un qui vous veut du bien. Mais c'est fragile, c'est délicat. On peut briser les enthousiasmes et les dévouements d'un simple signe de tête. Oh, j'en ai connu, moi, des bénévoles qui se sont crus finis parce qu'on leur refusait obstinément une place de dortoir ou un soin d'hôpital. Simplement parce qu'on était mieux là, adossés dans une encoignure à regarder le ciel et les reflets dans l'eau. Moi, j'ai besoin d'air libre et je n'aime pas les murs. Et ça, c'est dur à expliquer à ceux qui vous voient en détresse, en malchance, en rejet, mener une vie de rate pavée dont personne ne voudrait. Alors ils vous définissent le bonheur pour mieux vous l'imposer. Ça les rassure. Nous, les gens de rue, on n'est pas des ingrats. Mais on nous prête toujours des rêves noirs et des espoirs perdus. Or, il n'y a rien de plus personnel que la couleur des rêves et l'ampleur de l'espoir. Bien sûr qu'on est dans le besoin, mais le besoin de peu. Moi, je me débrouille avec ce peu, et ce peu me suffit. Alors, allez le faire comprendre à des gens qui ont tout et qui se croient heureux rien que d'accumuler. À force, je les connais, les maraudeurs. Depuis le temps que je les vois sillonner les quais, les impasses, les lieux creux qui nous servent d'abri, on prend des habitudes. Il y a des bénévoles avec qui on peut rigoler, à d'autres pour qui on n'ouvrerait même pas les yeux. On a nos préférences, hein, c'est normal. Et eux aussi, sans doute. Mais il ne faut pas qu'ils le montrent parce que tout le monde doit être traité pareil. Alors c'est dans leur charte. Hein. C'est Robert qui me l'a expliqué. Robert, c'est un presque copain. À la longue, voilà, c'est un vieux type fatigué. Il est plein d'expérience. La rue, il la connaît presque aussi bien que nous. Parfois, je lui dis: oh, Robert, tu ne devrais pas bientôt lâcher, là, t'as droit à la retraite, non? Il s'assoit à côté de moi et il me taxe d'une cigarette. Il soupire. Ben non, tu vois, je suis encore dehors. Je crois que c'est là que je suis le mieux. On ne se refait pas. On reste assis côte à côte à regarder filer les reflets de lune sur les remous de l'eau. Robert, il n'a pas trop le droit de fraterniser, hein. Mais comme c'est un chef ou quelque chose comme ça, il n'y a personne pour oser lui dire. Dans les maraudes, il y en a toujours qui cherchent les confidences, pour comprendre, pour avoir des repères. En réalité, pour nous accommoder la vie à leur manière à eux. Il faudrait tout expliquer, raconter pourquoi on est là. Des fois, on ne sait même pas. Ça vient petit à petit, un chemin qui descend bien bas sans qu'on s'en aperçoive. Il y a aussi des gros malheurs, des vraies épreuves, parfois la tragédie, mais ça ne se dit pas à n'importe qui. Ça ne se dit pas au premier venu qui se penche vers vous et il vous tend un café. Ça vous reste en dedans à vous tordre le cœur. Robert, il ne demande jamais rien. Il écoute quand ça se présente, il respecte. Sûr qu'il doit en avoir plein la mémoire des coups du sort et des injustices, des histoires de laisser pour compte et des destins sinistres. Il me plaisante parce qu'il me trouve enraciné. Il me dit: toi, on dirait bien que t'es vissé au bitume. Hein. Je lui accorde que c'est mon élément et que je ne me verrai pas ailleurs. C'est vrai. Je n'ai pas bourlingué comme Dédé le fêlé qui ressasse ses océans, les levées de soleil rouges et les lames plus hautes que des navires, ou Carlos qui a les bras tatoués de femmes, de cœurs entrelacés et de prénoms d'ailleurs, et qui dort avec un chat tigré. Je suis resté dans la ville, dans ma ville. Je l'ai arpenté dans toutes ses dimensions. C'est long, c'est large, c'est dessus, c'est dessous. Je connais toutes les rues, les coins, les recoins, les ponts et les tunnels. Je connais ma ville sur le bout des pieds. En des temps très anciens,
Je prenais les photos que je vendais aux touristes. Je leur attrapais le sourire, les rides au coin des yeux, les cheveux défaits, musculés par le vent. Je leur capturais un instant de beauté, de bonheur éternel. J'aimais les amoureux, les reflets des pigeons sur le pavé mouillé, les péniches à la mare sur les arbres penchés. J'aimais l'idée de voyage que je ne ferais jamais. Mes photos me servaient de livres d'aventure. J'imaginais des vies qui n'étaient pas pour moi. Et ça me suffisait. Je n'ai jamais eu besoin de beaucoup. Juste l'envie tenace de rester dans ma ville. Et puis, au fil du temps, mes clichés ne se sont plus vendus. Les touristes se sont mis au numérique, ils ont mitraillé n'importe quoi, n'importe comment, et maintenant, ils font des selfies pour mieux se regarder, s'admirer. Et ils oublient la ville, les paysages, les atmosphères, jusqu'à leur propre image dans les yeux des passants. Je suis descendu doucement du peu vers le rien. Je me suis habitué à dormir de ci, de là, quand je n'ai plus de toit. Je me suis accoutumé à vivre au ras du sol, puis au ras de l'eau, près du canal où je me suis installé. J'ai toujours devant moi les péniches pour m'embarquer les rêves et les saules ondulants pour changer la lumière. Ce soir, il a bien plu. J'ai froid dans mon abri de toile cirée. Robert m'a apporté l'autre jour un sac de couchage neuf et une grosse couverture polaire. Il m'a dit « Bon, c'est des surplus qu'on nous a donnés en quantité, alors prends-les, hein, ça ne manquera à personne. » Je drape la couverture sur mes épaules et j'allume mon réchaud. J'ai pris l'habitude de me faire du thé le soir, ce qui fait rigoler Dédé et Carlos qui ne carburent qu'au rouge épais et à la bière brune. Robert, il n'y a pas à dire, il sait y faire. Avec lui, il n'y a pas à demander, il n'y a pas à remercier, il sait où est la fierté. Tiens, voilà qui approche. Ah, c'est pourtant pas son heure. Il écarte ma toile pour s'asseoir avec moi. Il se frotte les mains et défait son blouson trempé. Ah, donne-moi une tasse, s'il te plaît. Ça ne sera pas de refus. Je vois bien qu'il a l'air préoccupé. Ben, je le laisse venir. On a perdu Josie. Tu l'aurais pas aperçu des fois? Ça fait des heures que je la cherche. Il y a 2 filles qui prétendent l'avoir vue se faire embarquer, mais elles ne savent plus quand. T'as entendu parler de quelque chose? Je baisse les yeux, je m'applique à remplir nos tasses. Non, mais tu la connais, Josie, hein, quand elle chasse le prince charmant, elle peut aller arpenter loin. Hein. Elle a dû suivre un gars et puis changer de quartier. Josie, c'est une ancienne du bitume qui n'arrive plus à tapiner. Mais elle se croit encore capable de lever n'importe quel type et finit régulièrement chez les flics ou à l'hôpital quand elle est tabassée. Robert soupire. Encore une mauvaise rencontre et elle finira par y laisser sa peau. Hein. Je n'aime pas ça. Je n'allais pas le contredire. Hein. Il est fatigué, Robert. User des gens qui ne veulent rien de lui. De tendre la main à des perdus, à des plus bactères. Il ajoute je repasserai demain. Hein. Tu auras peut-être des tuyaux. Je l'ai regardé partir, le dos voûté, le col relevé sous la pluie battante. J'ai pas eu le courage de le lui dire à Robert. Je sais où elle est, Josie. On l'a su par une copine à elle le lendemain de sa disparition. Elle est à la morgue avec les indigents qu'on n'identifie pas, ceux qu'on enterre sans nom, que personne ne réclame. Oh, il n'y aura pas d'enquête.
Le lendemain, j'avais mis mon histoire au point. Et j'avais fait passer le mot, tout le monde dirait pareil. Promis, juré. On pouvait bien lui offrir ça, Robert. Juste le retour des choses. Alors je me suis plaqué un large sourire sur le visage et j'ai dit « Ah, Robert, tu croiras jamais. Josie s'est dégoté un pigeon, elle est partie avec un camionneur slovaque qui l'a trouvé à son goût. qui lui a même donné une bague à ce qui se dit. Ah, comme quoi, elle avait bien raison de continuer à remonter sa jupe. Qui t'a raconté ça? Oh ben c'est Yvette, une vieille copine à elle qui l'héberge quelquefois. Ben tu la connais pas, elle n'est pas de la rue. T'es sûr de ça? Oh, j'ai hoché la tête vigoureusement. Ah ben sûr, j'ai sûr. Ah, Yvette, c'est pas une menteuse, elle était trop contente. Elle nous avait payé la tournée chez Albert pour la chance de Josie. T'as qu'à demander. Robert m'a regardé dans le blanc des yeux. Puis il s'est détourné, il s'est ébroué comme si un poids lui tombait des épaules. Il est allé s'asseoir un peu plus loin sur le parapet du canal et je l'ai laissé tranquille. Je lui devais bien ça. Nous tous, on lui devait bien ça. Je l'ai vu lentement se détendre, s'apaiser, à regarder l'eau grise et les éclats du ciel. Ensuite, je l'ai appelé pour qu'il vienne boire un coup, à la santé de Josie. Laissez ça, je vous en prie, surtout ne déplacez rien. Moi seul connais mon désordre. Si vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez qu'à me demander. Oncle Philibert redoute les touche-à-tout, les fureteurs, ceux qui prennent et reposent n'importe où, qui passent juste pour voir en touriste, histoire de dénicher une bonne affaire. Oncle Philibert n'aime pas le mépris pour les objets qu'il entrepose et qu'il répare, qu'il entretient avec des égards. Alors, les gens des beaux quartiers, les trop bien habillés, les trop souriants qui poussent la porte vitrée de son atelier, il a tôt fait de les éconduire. Il dit avec raideur. Ici, on ne vend rien, vous vous trompez d'adresse. Ce n'est pas une boutique. Il me confie. Je me demande bien comment ils réussissent à me trouver. Ce n'est pas comme si j'avais pignon sur rue.
C'est vrai qu'il faut connaître l'endroit, pousser la lourde porte cochère, traverser une longue cour pavée et aller jusqu'au fond derrière 2 vieux lilas tordus et un cerisier redevenu sauvage. C'est là qu'est l'atelier d'oncle Philibert et on habite tous les deux juste au-dessus. L'été, on a même un banc pour s'asseoir au soleil. Oncle Philibert, ce n'est pas un marchand, c'est un sauveur. C'est comme ça que je le vois. Un sauveur de rebuts, de chaises abandonnées à la moindre éraflure, de porcelaine fêlée jetée dans la poubelle, de jouets délaissés que n'aime plus personne. Maintenant que je suis plus grande, oncle Philibert m'emmène quelquefois faire la tournée avec lui. Il m'apprend à reconnaître la fente qui peut se colmater, les écailles à juste revernir, les fragments faciles à rassembler. Toutes ces choses abandonnées qui, grâce à lui, échappent à la mort. Bien sûr, c'est comme pour les gens, on ne peut pas sauver tout le monde. Mais c'est déjà ça, hein. Dit oncle Philibert avec satisfaction quand il étale sa moisson sur la grande table de l'atelier. J'ai un tabouret haut où je peux me percher. C'est un rescapé, comme presque tout ici, une seconde main. De là, je regarde oncle Philibert trier les choses qu'on a ramassées et les ranger en salle d'attente. C'est ainsi qu'il appelle les cartons et cagettes qui servent d'entrepôt. Il met des étiquettes et des dates pour que ce soit chacun son tour pour la réparation. Les cartons s'empilent parce qu'il y a souvent des urgences, des amis, des connaissances qui arrivent tout à trac, avec entre les mains la soupière de mamie, le couvercle est cassé, le vase de tante Agathe, un cadeau de mariage en vrai cristal taillé qui vient de s'écorner, la poupée de Marinette, les bras détachés de leurs élastiques, ou la pendule entêtée qui refuse désormais de marquer les minutes. Oncle Philibert fait les premiers constats. Il doit ensuite établir une hiérarchie d'urgence. Il ne peut pas être partout à la fois. Il caresse les objets un à un, il leur dit « Je ne vous abandonne pas, vous aurez votre tour. Mais je n'ai que 2 mains, je ne vous oublie pas. Vous êtes tranquille, vous êtes à l'abri. » J'aime bien entendre ces mots-là. C'est comme s'ils étaient faits pour moi. Moi aussi, je suis une recueillie, je le sais. Même si oncle Philibert pense que je ne m'en doute pas. Lorsque les choses sont réparées, oncle Philibert les rend à leur propriétaire. Mais le plus souvent, il donne les laissés pour compte qu'il a restaurés à des gens qui n'ont rien et n'osent pas demander. Il leur dit en choisissant un objet « Ah ben, tenez, prenez ça, je l'ai remis à neuf. Mais maintenant, ça m'encombre. Vous voyez, je ne sais plus où me tourner. Il y a trop de choses ici. Tenez, prenez, vous m'obligeriez. Je vous assure. Et puis, avec vous au moins, hein, il sera entre de bonnes mains. Hein. » Quand ils le peuvent, les gens laissent quelques pièces dans un cochon en porcelaine qui trône sur l'établi. C'est ma tirelire de quand j'étais petit. Hein. J'y mettais plus de rêves que de sous. C'était bien comme ça. Hein. Parfois, on nous donne 1 ou 2 billets. Là, ils sont rangés dans une boîte à gâteaux en fer avec le Mont Saint-Michel dessiné dessus. Avec l'argent qu'il récolte, oncle Philibert peut acheter ses fournitures. Il dit que ça nous suffit bien pour vivre, pour assurer les réparations et pour faire tourner la boutique. C'est pour ça qu'oncle Philibert n'aime pas voir des inconnus en costume et cravate rôder dans ses parages. Plusieurs fois, il a eu des propositions, des personnes qui lui ont offert de lui racheter certaines choses. Ce sont des trésors que vous avez là, mon cher Philibert. Alors soyez raisonnable. Nous pourrions faire de belles affaires, vous et moi. Je suis prêt à y mettre le prix. Oncle Philibert les remercie poliment, sans rien leur promettre et sans les prendre de front. Il n'aime pas se fâcher avec les gens. Je crois même qu'il ne sait pas le faire. Depuis quelque temps, il y a un monsieur à chapeau blanc et pochette de soie qui vient et revient sans se lasser. Oncle Philibert a des plis sur le front quand il le voit s'approcher. Il me glisse « Je n'arrive pas à m'en défaire. C'est un têtu, un opiniâtre. Il est tellement sûr de pouvoir tout acheter avec son tas d'argent. » Méfiance, ma petite, méfiance. Ces gens-là ont plus d'un mauvais tour dans leur vilain sac. Et celui-là en plus, il a du goût. Il a le sens des belles choses. Alors méfions-nous. Oui, méfions-nous. Chez oncle Philibert, il y a aussi un chat rescapé. Il est tout en couleurs, marron, orange, noir et blanc. Il s'appelle Reviens.
C'est ce que dit oncle Philibert lorsqu'il le prête. Il le confie facilement aux gens qui ont momentanément besoin de compagnie, mais il tient à le récupérer ensuite. C'est tout de même son chat à lui. Il l'a trouvé à moitié mort dans un sac poubelle et il l'a remis sur pattes après des jours et des jours de soins, de petits plats et de câlins. Il m'a expliqué... Tu comprends, ce chat a eu la vie dure. Alors maintenant, il a le bien-être facile. C'est un ami, un consolateur. C'est un chat universel. Il sait se mettre à l'unisson. Il est allègre avec les gens joyeux et triste avec les affligés. Il adapte même le ronronnement aux circonstances. Il ne se trompe jamais sur personne. Alors, tout le monde veut le garder. Mais moi, je dis qu'il s'appelle Reviens et qu'il ne faut pas l'accaparer et penser un peu aux autres. Reviens est un chat très intelligent. Il suit les gestes d'oncle Philibert avec une attention soutenue. Il s'assied sur le bord de l'établi et se tient droit, la queue enroulée autour des pattes pour ne pas gêner. Oncle Philibert dit que ça l'aide à se concentrer, d'avoir le regard de Reviens sur ses mains. Il dit « C'est un chat exigeant. Je n'aimerais pas le décevoir. » Hier, le monsieur à chapeau blanc est encore passé relancer oncle Philibert. Reviens l'a senti approcher. Il a couché les oreilles et hérissé le poil. Jamais je ne l'avais vu dans cet état. Et quand le monsieur est entré, Reviens a sauté tout en haut des cartons en attente. Il s'est tapi comme s'il était un chat de garde. J'étais occupée à repeindre un coquelicot sur une assiette de porcelaine pour aider oncle Philibert et j'écoutais distraitement ce qui se disait. Au bout d'un moment, j'ai entendu le ton monter et Reviens jaillit comme une fusée pour atterrir sur l'établi. Il s'est placé entre oncle Philibert et le monsieur comme un rempart. Il suivait attentivement la conversation. Je serais désolée d'en arriver là, mon cher Philibert, mais en consultant les registres du commerce, je ne crois pas avoir vu votre nom. J'ai cherché trace de votre patente, je ne l'ai pas trouvé. Curieux, non? Vous êtes pourtant là depuis si longtemps. Oh, mais c'est un vase de galets, ça, une merveille, dites-moi. Et la lampe Tiffany, c'est une authentique, je le vois bien. Il s'est retourné vers oncle Philibert avec un large sourire. Mais je suppose que toutes ces belles pièces sont dûment répertoriées et qu'on peut en connaître l'origine. Imaginez que vous soyez cambriolé. Avez-vous une assurance en bonne et due forme? C'est d'ailleurs très étonnant que vous n'ayez jamais été visité par des malveillants. Enfin, je ne voudrais surtout pas vous inquiéter. Vous avez certainement déjà pensé à tous ces risques et à leurs conséquences. Puis, il a fait comme s'il m'apercevait. Quel charmant enfant vous avez là, mon cher Philibert. Une petite nièce, à ce que l'on m'a dit. Sans doute un fruit du péché, à en juger par la couleur de sa peau. La maman, c'est votre jeune sœur, n'est-ce pas? Évidemment, elle a dû être contente de s'en débarrasser auprès de vous, auprès d'un tel faux pas. Vous en avez la garde officielle? Oncle Philibert était sans voix, les yeux écarquillés, figés sur place comme un mannequin de vitrine. Le monsieur s'est approché de moi, il a fait mine de me tapoter la joue, il a dit « À bientôt, mon cher Philibert, réfléchissez à ce que je vous ai proposé. Vous y trouverez largement votre compte, appétitez-vous, croyez-moi. Je vous en fais la promesse. Et plus d'ennuis à l'horizon, naturellement. Vous seriez protégé. » Oncle Philibert est allé s'asseoir dans un vieux fauteuil bancal en attente de réparation et n'a pas ouvert la bouche de toute la soirée. Je me suis occupée de tout, tant bien que mal. La fermeture de l'atelier et le dîner. Je ne savais pas quoi dire ni quoi faire. Je sentais bien qu'il se passait quelque chose de grave, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et puis quand je suis allée me coucher, j'ai appelé Reviens comme tous les soirs. Je l'ai cherché partout. Impossible de le retrouver. Il n'est pas venu. Je l'ai cherché partout, même sous les arbres de la cour. Je ne l'ai pas trouvé. Alors, je me suis mise à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Et j'ai dû finir par m'endormir. Le lendemain matin, oncle Philibert avait fait le café et préparé le petit déjeuner. Il n'avait pas dû dormir beaucoup. Ses yeux étaient tout violets en dessous et son front plein de rides. En tournant la cuillère dans son bol, il a simplement dit
Je crois que c'est la fin, ma petite. La fin de tout. Je suis allée lui mettre les bras autour du cou. Mais non, oncle Philibert, on a encore plein de travail et on est bien ici, tous les trois, avec Revien. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas où il se cache, celui-là. Je ne l'ai pas revu depuis la visite du vilain monsieur. Oh, il a dû monter chez Marinette, hein. Sa mère m'a dit qu'elle était malade. Il est sûrement allé lui tenir compagnie, tu le connais. Oncle Philibert est descendu ouvrir l'atelier, mais il marchait lentement. Il se tenait le dos voûté et n'arrivait pas à se mettre au travail. J'ai continué ma peinture de coquelicot en m'appliquant bien pour qu'il soit content de moi. Vers 11h, la maman de Marinette est passée. Elle tenait un grand cabas à la main. Elle avait un air bizarre et quelque chose à dire qui ne sortait pas. Oncle Philibert s'en est aperçu et lui a demandé « Ça ne va pas? C'est Marinette? Il y a un problème? » La maman de Marinette a secoué la tête et s'est mise à pleurer. Oncle Philibert et moi, on s'est inquiétés, on l'a fait asseoir et je lui ai cherché un verre d'eau. Elle a fini par dire avec des phrases coupées par des sanglots « Non, ce n'est pas Marinette, c'est Revien. Vous n'avez pas su ce qui est arrivé hier soir? Vous n'avez rien entendu ?» Oncle Philibert et moi, on a dit non, tous les deux en même temps. Revien est passé sous une voiture. Il a dû avoir peur de quelque chose parce qu'il paraît qu'il s'est carrément jeté sous les roues. Alors le conducteur a fait une embardée et il a percuté un lampadaire. Ça s'est passé en bas du boulevard. Il y a eu les pompiers et tout. Le conducteur est mort sur le coup. Il n'avait pas attaché sa ceinture. Comme quoi, quand c'est votre heure, tout le monde ne parle que de ça ce matin. Il y en a qui disent que c'est un monsieur qui n'est pas du quartier, mais qui est peut-être passé chez vous hier, sans doute pour affaire. Vous voyez qui ça peut être? Oui, je crois, oui. Mais je ne le connaissais pas. Hein. C'en est encore un qui est venu comme ça, voir si j'avais des choses à vendre. Mais je lui ai dit non, qu'il se trompait de lieu. Tout le monde sait bien que je ne vends jamais rien, que je répare et que je donne. Très bien, a dit la maman de Marinette. Ce n'était pas son jour de chance. Et elle revient non plus, le pauvre. Elle s'est remise à pleurer. Avant de partir, elle a tendu son sac à oncle Philibert. Tenez, je suis allée le ramasser et je vous l'ai mis là-dedans. Je l'ai enroulé dans une serviette. Un chat si gentil, si intelligent. Et si courageux, si clairvoyant. C'est le hasard, a dit ma maman de Marinette en sortant, mais quand même. J'ai regardé le cabas. Oncle Philibert ne l'ouvrait pas. Je me suis alarmée. Mais tu vas pouvoir le réparer, Reviens. Tu vas pouvoir le sauver, tu l'as bien déjà fait. Hein, oncle Philibert, tu vas le sauver, tu vas le refaire. Toi, tu peux le guérir. J'ai vu 2 grosses larmes couler sur les joues d'oncle Philibert. Non, ma petite, je ne sais pas ressusciter. C'est fini. Je ne peux plus rien faire pour lui. Lui qui avait tout compris. Lui qui s'est sacrifié exprès pour nous sauver la vie. Ce n'était pas le hasard, j'en suis sûr. Non, c'est fini. Revien ne reviendra plus.
L'errance, les méandres d'eau, les chemins incertains de gouttes de pluie sur la vitre. Je suis leurs courses imprévues, leurs trajets croisés, zébrés, les gifles de l'averse. Mes yeux ne vont pas au-delà, je me tiens dans l'instant, dans les caprices des fins ruisseaux qui sillonnent la vitre. Surtout, ne pas voir, ne pas s'aventurer plus loin, fixer le regard sur des insignifiances. Mamina détestait la pluie. Elle disait « c'est les larmes de Dieu, il pleure sur les malheurs du monde ». Je ne veux pas laisser mes pensées prendre tournure et consistance. Je sais ce qu'il y a au-delà de la vitre, au-delà de la pluie, l'étendue noire des maisons désertées, les terrils posés là comme de fausses montagnes, les friches des puits de mines abandonnés, les détritus. Mamina disait « ici, même l'horizon est noir ». J'ai arrêté la voiture. La maison de briques est semblable à toutes les autres, serrée, alignée sur le bord de route, une enfilade sinistre de façades noircies et de fenêtres aveugles. Le quartier condamné est bardé de palissades. Les portes ont été murées. Il n'y a rien à attendre de ce dernier voyage, rien à retrouver par-delà ces rigoles de pluie qui s'entrecroisent et dessinent des figures aléatoires. Il me serait facile d'y lire l'image de destins brisés, de vies interrompues et de promesses perdues. L'errance, les départs forcés, les chemins de traverse et nulle part où aller. Mamina ne parlait que de cela, l'errance, la migration sans fin du peuple élu. Ma grand-mère vivait dans la terreur de l'exil, l'angoisse d'avoir encore à tout quitter et fuir, toujours fuir, se cacher et survivre. Elle relevait sa manche et me montrait son bras, le tatouage du camp, le numéro de mort promise que rien ne pourrait jamais effacer. Souviens-toi, mon petit, souviens-toi de la folie des hommes et de la barbarie. Elle me prenait les doigts et disait « touche, c'est écrit là ». Elle ajoutait « et ne te rêve pas un avenir qui ne se fera pas ». Après la guerre, une maison a été attribuée à mon père en échange d'un contrat de travail surhumain et d'une allégeance abusive à la société d'exploitation minière. C'est cette maison-là, la troisième de la rangée, la maison où j'ai grandi, et qui va disparaître. Comme les autres familles du Coron, nous disposions enfin d'un toit et de quoi subsister. Mon père était content et travaillait comme un forçat. Ma mère avait pu être embauchée à l'usine de filature. Mes parents se trouvaient de la chance. Mon père répétait souvent « Vous voilà en lieu sûr, Mamina, et nous sommes bien ici ». Ma grand-mère hochait la tête, mais gardait toujours une valise prête sous son lit. Elle me confiait « Il y a toute ma vie là-dedans ». Travaille, mon petit, travaille bien, travaille dur. Apprends tout et plus encore. Apprends tout ce qu'il te faudra savoir pour pouvoir t'en aller. Partir, partir, là-bas. Pour Mamina, mon avenir, c'était là-bas. Un lieu imprécis mais sûr, un abri fantasmé, une terre promise. C'était un départ loin, le plus loin possible de la pluie et de l'horizon noir. Travaille, mon petit, apprends et pars. L'averse ne se calme pas. Les contours des maisons s'estompent et se diluent, se confondent avec le ciel. Je l'ai connue, la terre promise, Mamina. J'y ai appris mon métier, j'y ai fait fortune, et j'en suis revenue. Je suis revenue. Demain, le chantier commence. Les démolitions vont débuter par cette rue, notre rue, par ces maisons, première, deuxième, troisième maison, notre maison, Mamina. Tout cela n'a plus de sens depuis si longtemps, je le sais, et pourtant, je suis là, dans ma belle voiture confortable, sous la pluie de toujours. J'ai réussi à l'école, j'étais un bon élève,
Cela m'a valu des aides et des bourses et des portes ouvertes. Mamina se rengorgeait. Elle était si fière de mes succès, si fière de moi, qu'elle ne parvenait plus à parler d'autre chose. Mon père en prenait ombrage et partait au café. Mon père toussait et ne se soignait pas. Il rentrait de plus en plus tard. Il ramenait avec lui l'odeur rance des bistrots enfumés et de mauvaises bières. Il rabrouait ma mère à la moindre occasion. Il ne me regardait plus, il maugréait pour personne. Oh, bientôt celui-là, il aura honte de nous et nous tournera le dos. Mamina le grondait comme on tance un enfant. Mais non, vous le savez bien que c'est un bon petit. Quand il sera quelqu'un, il fera tout pour nous et vous le remercierez. Mon père ricanait. Je voudrais bien voir ça. Là-bas, j'ai fait ma vie, comme on dit. Je me suis fait un nom. Je n'avais peur de rien, ni de personne. Au début, j'envoyais de l'argent à mes parents, des lettres et des cartes postales à Mamina. Je lui racontais le soleil permanent, l'ombre des dattiers et des fleurs écarlates. Je lui disais que je l'aimais et que je viendrais la chercher bientôt. Promis, je reviens et on part tous les deux. La pluie redouble. Dans la lumière des phares, je distingue à peine le bord de la route et les ornières boueuses. Les maisons dessinent des masses sombres et mouvantes sous le ciel noir. On vous attend et vous ne venez pas. J'ai appris tardivement la mort de mon père puis celle de ma mère à quelques semaines d'intervalle. J'étais là-bas, sur un gros chantier. Je ne suis pas rentrée. Plus tard, Mamina m'a envoyé une lettre à une adresse ancienne que j'avais quittée depuis des mois. Lorsque je l'ai enfin reçue, j'ai lu dans ses mots tremblés et dans ses phrases choisies qu'elle m'espérait heureux et en paix. Elle avait souligné « en paix ». Elle était seule maintenant, mais que je ne me dérange pas, que je ne me dérange plus pour elle. C'était bien tard, c'était trop tard pour partir vivre là-bas. On vous attend sur un banc de gare et vous ne venez pas. On m'a rendu la valise de Mamina. Elle l'avait à côté d'elle lorsqu'on l'a retrouvée morte, assise sur un banc de la gare. Elle venait chaque jour par le quart de 5 heures. Elle disait au guichetier « J'attends mon petit-fils, il doit venir me chercher. » L'errance. Et puis, la terre promise qu'on ne verra jamais. L'exil sans espoir. L'avenir illisible. C'était ça ta vie, Mamina. Et c'est moi qui ai fui. C'est moi qui suis partie en te laissant tes peurs. De toi, je ne veux rien garder d'autre que ton numéro de camp, tes chiffres de mort promises. Je me les suis fait tatouer sur le poignet quand j'ai appris ton essai. Je les savais par cœur. Je les savais sur le bout des doigts. Souviens-toi, mon petit, souviens-toi de la folie des hommes et de la barbarie. La pluie ne cesse pas. Je sors de la voiture et je prends la valise, Mamina. Je ne l'ouvrirai pas. C'est ta vie que je pose contre les briques descellées de notre maison morte. La pluie cinglante me frappe le visage, me transperce de ruisseaux glacés. C'est fini, je m'en vais. Je pars là-bas, Mamina. Je repars sans toi, sous les larmes de Dieu.
Lucien, c'est un morose. Le genre de gars qui vous plombe une belle journée en 3 mots. Qui a pour devise familière, si on devait vraiment savoir de quoi est fait demain, pas sûr qu'on resterait sur Terre. Le gars à qui il faut surtout pas demander « Alors, comment ça va, Lucien ?» Parce que ça ne va jamais. Je pousse la porte. « Salut la compagnie !»« Bonjour, Lucien. Tu me fais un petit noir bien tassé, s'il te plaît ?» Je serre la main des habitués du matin et je dis à la cantonade « Vous avez vu ce beau temps, un petit soleil et pas de vent. Oh, c'est un bon jour à truite, hein, ça. Je crois que je vais m'en aller pêcher la mouche, là, du côté de Saint-Médard. » Lucien essuie la table d'un coup de torchon vigoureux et pose mon café. « Ah ouais, et où t'as vu ça, toi? Pas sûr que ça tienne toute la journée, hein, c'est trompeur. Mais t'as vu qu'on va vers un gros orage, hein, tu ferais bien de te méfier et de ne pas rester sous les arbres. » Alors Albert, le facteur, intervient. « Oh, Lucien, sois pas rabat-joie, hein, lui gâche pas son plaisir à Jeannot. Hein, c'est pas si souvent qu'il se prend du bon temps, hein. Pas vrai, Jeannot ?» Tout le monde sait ici que j'ai traversé de mauvais moments. Et que maintenant, je vais moins au cimetière et plus souvent à la pêche. « Pas justement, dit Lucien, hein, c'est pas la peine d'aller vers les désillusions. » Et il retourne derrière le comptoir avec son air pénétré d'expert en oracle. Mathilde n'aimait pas la pêche, je m'en souviens, et Aline non plus. Avec Lucien, on y allait quand même, on les laissait à nous attendre. Bref, c'est si loin tout ça. Ah, me voilà ramené à ma mélancolie. Il a le chic, Lucien, même s'il ne fait pas exprès, parce que personne ne pourrait prévoir ce qui s'est passé, même pas lui qui se croit un 6e sens, ou je ne sais quel don de prémonition. Pourtant, il avait peut-être senti quelque chose de sinistre, parce qu'en y repensant, je lui avais trouvé à l'époque le regard plus fuyant que d'habitude. Il me parlait peu et grommelait ses prévisions pessimistes avec insistance. Ah, il faut dire qu'il n'a pas eu non plus la vie facile, hein, Lucien. Avec une femme trop belle et rieuse comme Aline, ça ne pouvait pas durer. Et là, il n'avait pas besoin d'être grand devin pour savoir ce qui arriverait. Ah, puis c'est arrivé, bien sûr. Je suis rentré trempé comme un rat sur le coup de 15 heures, redouille, 3 mouches perdues, des mouches rares, spécialement choisies pour un après-midi d'eau tranquille. L'orage a éclaté brusquement, la grêle a déchiqueté les feuilles des saules et cabossé ma voiture. J'ai couru comme j'ai pu pour me mettre à l'abri et je me suis étalé dans la boue avant d'avoir pu ouvrir ma portière. Ça avait une belle journée, hein. Merci, Lucien. Il a eu le bon goût de ne pas faire de commentaires et de me servir un grog bouillant. Je finis par me dire qu'il me porte la poisse, hein, même si je ne suis pas le seul à qui il prédit des catastrophes et des mésaventures. Il en annonce au monde entier. Je suis retourné un peu requinqué dans ma maison vide, mais je ne parviens toujours pas à surmonter cette impression de désolation, de fin de tout, lorsque je rentre chez moi. J'aurais dû partir d'ici, déménager, mais j'ai mes habitudes et pas la force de prendre des décisions. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé, son petit mot à Mathilde, trouvé un soir sur la table de la cuisine. Adieu, Jean, ne me cherche pas, je m'en vais, je n'aime pas ma vie, je n'aime pas notre vie. Quand je partais à la pêche, Mathilde aimait bien aller boire un thé avec Aline. La femme de Lucien l'amusait, et quand je venais la rejoindre, j'adorais l'écouter rire, la voir pouffer pour des bêtises, parce qu'avec moi, c'était pas souvent. Et si c'était cela, si Mathilde avait voulu partir rire ailleurs, chanter, danser, faire la folle loin d'ici, elle qui était si sage, si raisonnable,
Avec moi, elle n'avait jamais eu ce regard pétillant, ce visage lumineux qui la faisait ressembler à une très jeune fille. Quand Aline s'est envolée, probablement avec un oiseau de passage, comme on l'a tous pensé, Mathilde n'a plus jamais été aussi gaie. Ah, cela me revient brusquement à l'esprit. Je n'avais pas vraiment réfléchi. Je n'ai jamais pensé qu'à ce soir-là, aux petits mots sur la table et à l'accident fatal dans le virage de la Croix-Blanche. Je mets à sécher ma veste de pêche et mes cuissardes devant la cheminée. Je tisonne le bois sec pour ranimer le feu. Il fait tout le temps froid dans cette maison humide, même en ce jour d'été. Ah, je ne sais pas ce qui me retient ici. Tiens, allez, je repars au café. Lucien me sert une omelette au lard et me dit « Les truites, c'est pas au menu de ce soir, Jeannot. » Ah, c'est sa manière de plaisanter à Lucien. Il ne faut pas trop lui en demander en matière de boutade. Hein. Le café se vide. Les derniers clients tapent sur l'épaule de Lucien et me serrent la main. « À demain, les amis. » Demain est un autre jour et peut-être pire qu'aujourd'hui, dit sombrement Lucien en venant s'asseoir en face de moi. Il apporte une bouteille de Bordeaux et 2 verres. Alors finis tranquillement, Jeannot, on n'est pas si pressés, nous deux, pas vrai, hein. On n'a plus personne pour nous attendre. Hein. De surprise, je lève les yeux de mon assiette. Lucien ne fait jamais dans le discours privé et dans la confidence. Il ajoute en se prenant la tête à 2 mains. Je crois que je suis un maudit. Comme je suis désemparé, ne sais que répondre. Je nous remplis les verres jusqu'au bord et je hasarde. Allez, santé, Lucien, ne va pas déprimer, mon vieux. C'était rien qu'un orage. T'es comme tu es, un point c'est tout. Tu n'y peux rien si tu vois des choses. J'y vois pas tant que ça. Je dis souvent au hasard. Ben, si tu tombes juste, c'est pas seulement du hasard, c'est que tu as un don, voilà. Non, coupe Lucien. Puis il se tait et sirote son vin à petites goulées. C'est sa façon de réfléchir. Au bout d'un grand moment de silence, il s'appuie des 2 mains sur la table pour se relever et va tirer le rideau. Je dis, ben, je vais y aller. Merci pour le repas et pour la compagnie. Hein. Je le rejoins à la porte. Et là, sans me regarder, soudain, il déborde, Lucien. Il déverse un flot de paroles inattendues, un trop-plein longtemps contenu et qui me ravage. Je le savais pour ta Mathilde. J'ai tout vu venir et je ne t'ai rien dit. Ah, c'était trop lourd. Et puis je pouvais me tromper, mais non, c'est arrivé quand même. Et moi, j'aurais peut-être pu l'empêcher. Elle s'écrivait en secret avec Aline. Et ce soir-là, elles s'étaient donné rendez-vous en ville. Elles avaient tout organisé depuis longtemps. L'une qui partirait avant l'autre, et elles se rejoindraient. Elles voulaient vivre ensemble. Tu te rends compte? Vivre ensemble comme deux. Les mots manquent à Lucien et, à ma grande horreur, ses yeux s'emplissent de larmes. Je suis abasourdi, paralysé. Je n'arrive pas à parler. Et pourtant, je voudrais demander comment il a appris toute cette histoire, Lucien, et comment il a pu, comment il a osé se taire depuis des mois et des mois de chagrin, de culpabilité, de doute. Et si elle avait vraiment voulu disparaître à cause de moi, Mathilde, si elle avait raté le virage exprès, des mois et des mois de roses au cimetière et des nuits sans sommeil. J'ai les jambes coupées, je m'affale sur une chaise. Moi aussi, j'ai les larmes qui me viennent. Au bout d'un long moment blanc, une sorte d'apaisement me gagne. Comme si quelque chose était enfin accepté, enfin compris et fini. Bien fini.
Je me lève, je vais vers la porte, je contourne Lucien, toujours figé là, les yeux perdus, et je lui dis en sortant, « Tu vois, Lucien, t'as bien raison de nous prédire le pire, parce qu'il y a des vies où c'est toujours ça qui arrive, le pire et encore le pire. Alors comme ça, on n'a pas de mauvaise surprise. Mais on n'y peut rien. Et toi, tu n'y peux rien non plus. Il n'y avait rien à voir. C'était un accident. Finalement, c'était rien qu'un accident. Juste le hasard. Et puis, c'est tout. Un foutu hasard. Par la porte ouverte, on sent l'air du soir, un parfum doux de terre humide et d'herbes froissées. Peut-être qu'il fera beau demain. Oui, il fera beau demain. Merci.